Bonsoir mesdames et messieurs. Je remercie tout particulièrement nos quatre orateurs qui vont avoir le privilège de nous parler un petit peu de ce nouveau couple franco-allemand face à la crise en Ukraine. On voit que cette guerre en Ukraine a des effets. Alors elle a des effets sur la France, elle a des effets sur l'Allemagne. Et monsieur l'ambassadeur, je voudrais que vous nous parliez plus particulièrement de l'Allemagne, puisque vous êtes le représentant de la République fédérale ici. Mais nos trois autres panélistes pourront aussi réagir après vous. Je voudrais ensuite, après qu'on voit les questions économiques, alors il y a l'affaire, bien entendu, du pacte de stabilité et de croissance, des règles budgétaires. On sait que les Allemands adorent le Schwarznull, c'est-à-dire le zéro dette, et être bien au cordeau, mais on a vu aussi que par le passé, cette rigueur n'avait pas été supportable par tous les pays européens. Alors il ne faut pas faire les mêmes erreurs, bien entendu il faut des règles, mais peut-être pas les mêmes, et faire en sorte qu'il n'y ait plus de gens qui restent sur le bord de la route comme nos amis grecs l'ont été il y a 10 ans. D'autant plus qu'ils sont en situation économique bien meilleure qu'ils ne l'ont été par le passé. Et puis, avec Dominique Nomoisy, nous verrons un petit peu ce que la France et l'Allemagne peuvent apporter comme réponse aux défis géopolitiques, alors liés à la guerre en Ukraine, mais pas que. Hein. On voit bien que l'Europe est interpellée entre, on va dire, nos amis américains et nos pas amis chinois. Et qu'est-ce qu'en effet peut faire l'Europe, qui est un troisième pôle riche. Aujourd'hui, si on faisait le poids économique des trois ensemble, on serait sur le podium. Mais qu'est-ce que la France et l'Allemagne, comme grands États de l'Union européenne, peuvent apporter? Et puis Joachim Bitterlich a cette particularité formidable d'être à la fois allemand et français. Alors je vais lui demander de parler de tous les autres sujets qui n'auront pas été évoqués, et il y en a beaucoup, puisqu'il les connaît très bien, en lui demandant en effet de voir en effet comment ce couple franco-allemand peut essayer aussi de sortir l'Europe du mauvais pas dans lequel elle est actuellement. Alors, on va essayer de diviser ces quatre panels en un quart d'heure. À chaque fois, l'orateur qui s'exprimera en premier aura 7 minutes. Il paraît que c'est une règle chez les dominicains qui est on peut dire tout en 7 minutes, ce qui permettra aux autres de pouvoir rebondir et de vous laisser également à la fin de cette séance la possibilité d'interroger nos panélistes sur des questions qui n'auront pas été abordées. Alors, monsieur l'ambassadeur, à tout seigneur, tout honneur, si je puis dire, puisque vous êtes en effet le représentant de l'Allemagne, on a du mal à comprendre, nous Français peut-être, et surtout au mouvement européen à Paris, quelle est la position allemande en matière de défense, à quoi va servir ce nouvel investissement de 100 milliards que les Allemands ont mis sur la table. Est-ce qu'il va servir à l'Europe véritablement? Est-ce qu'il sert à l'Allemagne? Est-ce qu'il sert à des productions franco-allemandes? Il y a des coopérations sur un avion de combat de futur, elles n'ont pas beaucoup décollé. Quant à celles du char, elles sont enlisées. Ou est-ce que c'est pour acheter du matériel uniquement américain et OTAN? Et donc là, il n'y a plus de défense européenne. Et puis, bon, toute une série de sujets qui montrent qu'en ce moment, on a l'impression que les Allemands pensent d'abord à eux, d'abord, avant de penser à l'Europe. Donc, est-ce que cette affirmation est vraie? Ou est-ce que vous allez nous montrer qu'elle est un petit peu exagérée? Merci, monsieur l'ambassadeur. Non, merci beaucoup. Tout d'abord, les Allemands pensent toujours à l'Europe, n'est-ce pas? Aussi sur le plan de la défense, mais peut-être il faut commencer par le constat. Ce que la crise nous a appris et nous a montré, que donc, en ce qui concerne les capacités de défense de l'Europe, donc il y a une grande lacune, il y a un déficit énorme. Et c'est particulièrement vrai pour l'Allemagne, comme sur le plan économique, n'est-ce pas? Donc le pays le plus grand de l'Union européenne, aussi sur le plan de la population. Donc, c'est clair, donc il y a là un problème qu'il faut aborder, et d'où vraiment cet engagement très clair pour l'Allemagne pour une Europe de la défense très forte. Donc, c'était aussi donc, le signal très clair du Conseil de ministres franco-allemand qui a eu lieu au mois de janvier ici, dans le contexte de la célébration du 60e anniversaire du traité de l'Élysée, c'est-à-dire cet engagement
partagé avec la France pour renforcer les capacités militaires des Européens. Et sur ce point-là, je pense qu'il y a vraiment un consensus. Et c'est la raison pour laquelle, déjà 3 jours après l'agression russe contre l'Ukraine, le chancelier, dans son discours historique du 27 février de l'année dernière, a dit donc il faut massivement augmenter les dépenses militaires allemandes. C'est le fameux paquet de 100 milliards d'euros qui a été ajouté donc, à nos dépenses militaires pour finalement donc dépenser 2% du PIB allemand pour la défense. Donc c'est un effort énorme et c'est vraiment, donc si on regarde donc la politique de défense allemande pendant les dernières années, c'est une petite révolution, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout d'abord acheter ce qui est nécessaire pour rendre capable la Bundeswehr d'assumer ses responsabilités, c'est-à-dire acheter donc des équipements qui sont nécessaires pour les soldats, mais aussi acheter donc des armements qui sont nécessaires pour la Bundeswehr sur tous les plans, donc pour l'armée de terre, l'armée de l'air et pour la marine. Et ça, c'est un défi énorme, donc ça a commencé maintenant. Et on travaille dans 2 directions. Tout d'abord, contribuer, n'est-ce pas, aux capacités européennes militaires dans le cadre de l'OTAN, mais aussi dans le cadre de l'Union européenne, c'est-à-dire pour rendre l'Union européenne plus capable d'assumer ses responsabilités dans son voisinage, mais aussi de renforcer des piliers européens au sein de l'OTAN. Parce que nous avons besoin d'une Union européenne aussi militairement capable d'agir, mais aussi d'une alliance très forte, car l'alliance atlantique reste essentielle pour la sécurité, pour la défense collective de l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, il faut acheter ce qui est là, ce qui fonctionne, c'est-à-dire on achète ce qu'on a dit dans l'étagère, et ça nous oblige de temps en temps, n'est-ce pas, aussi d'acheter des systèmes américains. Car, par exemple, il n'y a pas un hélicoptère de transport lourd en Europe. Ça n'existe pas. Donc, il faut acheter ça aux États-Unis. Il y a d'autres systèmes, donc il faut acheter aux États-Unis, car donc, en Europe, ce n'est pas sur le marché, ce n'est pas offert par l'Europe. Mais de l'autre côté, à long terme, il faut investir dans des capacités militaires européennes, d'où l'importance des grands projets de défense franco-allemands, c'est-à-dire le fameux SCAF, l'avion combat du futur, le char du futur, le MGCS, le Main Ground Combat System, l'Eurodrone et d'autres projets. Donc, c'est-à-dire, on travaille dans 2 directions. Tout d'abord, combler les lacunes qui sont là, acheter très vite, mais de l'autre côté, investir dans des capacités qui sont produites par les Européens, en ce qui concerne le SCAF, produit par la France, l'Allemagne et l'Espagne. Donc, je tombe souvent, ici à Paris, est-ce que c'est vraiment sérieux? Donc, les Allemands ont décidé d'acheter les fameux F-35, n'est-ce pas? Ça, c'est un exemple assez clair de cette nécessité, n'est-ce pas, d'acheter ce qui est là. Donc, pourquoi est-ce qu'on achète les F-35? Car l'Allemagne a décidé, donc le gouvernement a décidé de continuer d'assumer son rôle dans le cadre de la dissuasion nucléaire de l'OTAN, dans le cadre de ce qu'on appelle le partage nucléaire. Donc, pour le moment, on dispose seulement des avions combat qui s'appellent Tornado, mais ce sont des avions combat assez vieux. Il faut les remplacer le plus vite possible. Et pour le faire, donc, la seule option qui nous reste,
dans le cadre de la dissuasion nucléaire de l'OTAN, c'est vraiment acheter des F-35. Bon, ce sont des avions combat américains, mais de l'autre côté, en achetant donc ces avions combat, donc l'Allemagne continue à assumer sa responsabilité dans le cadre de la dissuasion nucléaire de l'OTAN, ce qui est très important. Donc, si peut-être vous avez suivi aussi la campagne électorale en Allemagne il y a presque 2 ans, là, donc c'était pas clair qu'il y aurait dans le Bundestag une majorité donc pour continuer donc cette responsabilité très importante. Mais après la guerre, après le début de la guerre, on a décidé vraiment, on va continuer d'assumer cette responsabilité. Et pour en faire, il faut acheter des F-35. Et ça, à mon avis, c'est aussi dans l'intérêt de la France, car la France attache une grande importance à la dissuasion nucléaire. Et en achetant donc les F-35, donc l'Allemagne fait quelque chose qui est aussi dans l'intérêt de la France, même si ce ne sont pas des Rafales. Peut-être un mot final sur l'Europe de la défense. À mon avis, il faut faire une distinction entre ce que l'Union européenne peut faire à court terme, à mi-terme, ce que l'Alliance atlantique peut faire, doit faire à court terme, à mi-terme. Je pense qu'il faut renforcer vraiment les capacités militaires européennes afin que l'Union européenne soit capable d'assumer donc des responsabilités dans son voisinage, particulièrement en Afrique. Pour cela, donc, il faut des capacités militaires. Mais en ce qui concerne la sécurité ou la défense collective de l'Europe vis-à-vis la Russie, qui est une puissance nucléaire extrêmement agressive, pour cela, il nous faut vraiment une alliance atlantique qui fonctionne, une alliance atlantique avec un pilier européen beaucoup plus fort qu'auparavant, d'où la nécessité vraiment de renforcer aussi les capacités militaires européennes, aussi de se mettre d'accord sur une vue stratégique partagée entre les Européens. Et c'est la raison pour laquelle on s'est mis d'accord dans le cadre de l'Union européenne sur ce qu'on appelle une boussole stratégique. C'est une vue stratégique de nos défis partagés. C'est aussi à l'issue des initiatives franco-allemandes, on a établi un fonds européen de défense. On a créé une capacité européenne, une facilité européenne pour la paix qui nous a permis de subventionner les achats d'armes par l'Ukraine. Donc aussi sur le plan européen, on a fait vraiment avancer cette Europe de la défense qui est tellement importante pour nous. Bien, écoutez, merci Monsieur l'ambassadeur de ces précisions. Alors, je note qu'en matière de défense, et ce n'est pas l'objet de cette rencontre, mais nous n'avons pas oublié que nos amis britanniques étaient là. On a rencontré, en tout cas le président français a rencontré le Premier ministre britannique la semaine dernière, parce que dès qu'on parle de défense, bien entendu, on voit aussi les Britanniques, qui sont l'autre puissance nucléaire avec la France, en Europe. On n'est pas obligé d'aller voir seulement du côté des États-Unis, encore une fois, il y a des puissances nucléaires en Europe. Et il faut se souvenir que là, on a un président américain qui est revenu en Europe à la faveur de ce qui s'est passé en Ukraine au mois de février 2022. Mais est-ce que dans le futur, tous les présidents américains seront aussi présents, sachant qu'ils regardent vers d'autres horizons qui sont plus vers le Pacifique? On y reviendra tout à l'heure avec Dominique Moïsi. Alors, ça c'était la partie, j'allais dire, défense. Mais quand on regarde la France et l'Allemagne en matière économique, Christian, je dois dire qu'on n'est pas toujours raccord, comme disent les jeunes, et qu'on a des tas de petites choses, de petits cailloux dans la chaussure qui viennent gêner un petit peu la bonne entente ou la bonne façon dont on voit les choses au niveau européen. Alors en matière économique, comment vous voyez ce dialogue franco-allemand, et en l'élargissant un petit peu, comment vous voyez l'économie européenne dans cette économie globale avec ces concurrences qui se font jour, et peut-être des réponses européennes qu'on attend face à des programmes américains ou chinois pour essayer de ne pas être le suppôt et de Washington et de Pékin?
Bonsoir à tous. Je pense que la guerre en Ukraine a fait éclater pas seulement une nonchalance européenne sur le plan de la défense, mais aussi un certain nombre d'a priori, notamment l'idée centrale qui est au cœur de la construction européenne depuis 1957, que tout est fluide sur la planète et que tout peut s'acheter. Donc, c'est pas la peine de produire des masques, on peut les acheter en Chine. C'est pas la peine de produire des armes, on peut les acheter aux Américains ou à d'autres. Voilà. Ce que, à la fois le Covid et la guerre en Ukraine ont fait exploser, c'est cette idée qu'à partir du moment où on est riche, on peut tout acheter. Et en réalité, maintenant, le concept de souveraineté et d'indépendance s'est réimposé. Et la capacité à produire les éléments essentiels de sa souveraineté sont à nouveau des éléments qui sont pris nécessairement en considération. Et si on va au-delà de cette première remarque, il est clair qu'on ne peut pas discuter du franco-allemand sans l'inscrire dans la transformation du monde qui est à l'œuvre et qui s'accélère. Donc, on a 7 minutes. Donc, la première remarque, c'est que depuis 2001, il y a une accélération de la transformation de la géopolitique mondiale. Nous avons vécu dans un duopole soviéto-américain de 1945 à 1991 et depuis 2001, nous sommes dans un duopole sino-américain. Alors, ça n'a pas concerné beaucoup les Européens jusqu'à récemment, mais il y a une particularité de la géopolitique américaine, c'est que l'essentiel de la production intellectuelle géopolitique américaine est ouverte, contrairement à la production européenne. Et on a à peu près 5000 chercheurs qui passent des think tanks aux universités, aux administrations et qui publient à peu près tout. Et donc, on sait que la Chine est devenue une obsession pour les Américains, montante après 2001 et qui submerge toutes les visions stratégiques américaines depuis une dizaine d'années. Et avec une accélération depuis évidemment l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping qui a, alors je ne développe pas maintenant, mais qui pour moi est un non-chinois, c'est-à-dire qu'il gouverne la Chine comme un non-chinois, de manière extrêmement agressive, en rupture totale avec Deng Xiaoping, qui voulait au contraire une politique aussi consensuelle que possible, puisque Deng Xiaoping, alors évidemment à la manière chinoise, mais observait que la Chine a un tel poids que, notamment en Asie, tous ces mouvements sont observés de très près. Alors, je ne vais pas non plus développer ce qui s'est passé en 2001. Les Américains s'étaient opposés à l'entrée de la Chine à l'OMC pendant une quinzaine d'années. Et ce qui est assez fascinant, d'ailleurs, les nations peuvent réagir comme les individus. Donc, sous le coup de l'émotion après le 11 septembre, qui a conduit les Chinois à dire qu'ils étaient du côté américain face aux puissances du mal, les Américains ont oublié les réserves qu'ils avaient à l'entrée de la Chine à l'OMC. Et la Chine est donc entrée sans signer un certain nombre de protocoles qui obligent les pays de l'OMC, par exemple, à ne pas subventionner les entreprises pour tuer les entreprises des autres pays. Alors, c'est très intéressant parce que quand la France est faible, tout le monde se trouve normal, mais il y a un secteur où l'Allemagne était très forte, qui était les panneaux photovoltaïques. Et au début des années 2000, la Chine a éradiqué l'industrie allemande. Donc là, on ne peut pas se dire c'est parce que ce sont des Français qui ne sont pas très habiles. Là, c'est l'Allemagne. Donc, quand l'Allemagne se fait éradiquer, c'est que forcément, il y a quelque chose de sérieux derrière. Et donc, là, c'était une politique voulue par les Chinois qui subventionnaient leurs entreprises pour être toujours moins chères que les panneaux photovoltaïques allemands jusqu'à ce que ça disparaisse. Alors, il y a d'autres secteurs dans ce domaine. Et ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis se sont toujours opposés à ces politiques chinoises par des droits compensatoires. En Europe, on n'a pas réussi, malgré des petites évolutions en mars de l'année dernière, à mettre en place une politique équivalente. Notamment parce que les Allemands ne voulaient pas qu'on ait une politique de réciprocité dans le commerce face à la Chine
dans la mesure où l'Allemagne avait d'énormes excédents vis-à-vis de la Chine et donc ne voulait pas heurter les intérêts chinois. Donc on a une politique commerciale européenne sans tous les ingrédients de réciprocité. Une politique qui a été très bien résumée par le président de la Commission européenne luxembourgeois juste avant l'actuelle présidente, qui au moment de partir avait dit les Chinois peuvent répondre à 98% de la commande publique en Europe et les Européens peuvent répondre à 2% de la commande publique chinoise. Donc, normalement, on devrait avoir une obligation de réciprocité. Si on ne peut pas accéder au marché public chinois, il ne devrait pas pouvoir accéder au marché public européen. C'est basique. Mais on n'a pas été capable de le faire depuis 15 ans. Alors, cette animosité sino-américaine, elle est très importante pour nous. Elle change complètement l'environnement mondial. Alors, on a connu une période de superpuissance américaine, d'hyperpuissance américaine, mais aujourd'hui, donc, ce conflit, notamment en Asie, est majeur. Moi, j'étais en Asie en novembre. On ne peut pas demander aux Asiatiques de prendre position entre la Chine et les États-Unis pour beaucoup de pays, parce qu'ils sont tétanisés par la puissance chinoise et les rétorsions que la puissance chinoise peut faire contre leur pays. Alors, il y a quelques pays qui ont pris position comme l'Australie de manière affirmée, quelques pays qui évoluent comme les Philippines sous les coups de boutoir de la Chine. Le Japon également prend une position plus ferme, mais il y a beaucoup d'autres pays, notamment l'ASEAN, qui refusent absolument de choisir de peur de rétorsion de la Chine. Alors, dans ce contexte, 4 chiffres pour bien comprendre de quoi on parle. En 2022, États-Unis plus Chine, c'est 42% du PIB mondial. C'est, quand on corrige le budget militaire chinois, c'est 60% des dépenses militaires mondiales. C'est 100% des grandes plateformes numériques, les GAFAM américains, et vous savez qu'il y a exactement l'équivalent en Chine qui sont les BATHX. Alors on se rassure toujours en Europe, notamment en France. Pour ce qui est de la France, il y a 40 ans, on disait on n'avait pas de pétrole, mais on a des idées. Donc aujourd'hui, on dit on n'a pas de GAFAM, mais on a des licornes. Mais quand on regarde les licornes, non pas en nombre, mais en capitalisation, il y a à peu près 1200 licornes. En capitalisation, Chine, États-Unis, c'est 80% des licornes. Et si on regarde dans les deep tech, c'est-à-dire les licornes qui sont notamment dans l'intelligence artificielle, c'est 90% des licornes mondiales. Donc on a 2 géants absolument colossaux. Alors je ne le développe pas, mais ils sont dans un double conflit. Ils sont dans un conflit géostratégique pour la domination mondiale. C'est un conflit classique, depuis Athènes et Sparte. Donc on a eu 16 conflits de ce type depuis le XVe siècle, 12 qui se sont terminés par une guerre, 4 qui se sont terminés par un des 2 lutteurs qui met un genou à terre. Donc ils sont dans un conflit géostratégique, mais ils sont dans un conflit pour la domination du monde informatique numérique. Et il y a une congruence qui a très peu de précédents, qui est que les 2 majors de la transformation économique sont les 2 mêmes que ceux qui luttent pour la domination géostratégique. Donc on a 2 colosses gigantesques. Et il faut bien comprendre que par rapport à... on aurait eu cette discussion il y a 10 ans, on aurait dit, bon, l'Europe, c'est tranquille, c'est une zone de paix, bon, on va s'en sortir, on est puissant, on est riche. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous sommes un enjeu de ce conflit et nous sommes une proie potentielle. Et que donc, effectivement, il faut réfléchir, et compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la souveraineté, il faut réfléchir à des éléments de souveraineté absolument clés sur la défense, sur l'économie. Il faut qu'on investisse sur l'intelligence artificielle, il faut qu'on ait une politique énergétique d'indépendance au niveau européen, ainsi de suite. Donc on voit qu'effectivement, sur tous ces sujets, on a beaucoup de mal à évoluer parce qu'il y a encore... structurellement et naturellement, toute la bureaucratie européenne reste dans l'ancien monde. Donc il y a une théorie de la bureaucratie qui a été développée aux États-Unis, qui a donné plusieurs prix Nobel, donc on ne prend pas le mot bureaucratie au sens négatif, c'est au sens technique, et la bureaucratie européenne, tout son pouvoir repose sur le principe de concurrence.
Mais le traité de Rome a été construit en éradiquant toutes les notions de souveraineté et de puissance pour éviter les répétitions de guerre. Donc la question, c'est comment on construit un instrument de puissance en Europe. Peut-il être ou doit-il être dans l'Union européenne ou ailleurs? Donc ce sont des réflexions stratégiques absolument essentielles et on va pouvoir en parler. Alors le dernier point que j'évoquerai, c'est le fameux couple franco-allemand, qui en réalité n'existe qu'en France, hein, comme vous le savez tous ici. Donc il n'existe pas en Allemagne. Les Allemands n'ont jamais entendu parler du couple franco-allemand, sauf quand ils parlent français et qu'ils lisent ça dans des publications françaises. Et le problème, alors l'ambassadeur n'écoute pas, moi je suis très intéressé par les questions géostratégiques, mais je suis très français. Et j'observe que dans le couple franco-allemand, il y a une dissymétrie croissante entre la puissance allemande, qui n'est pas parfaite non plus, puisque les Allemands n'ont pas de GAFAM non plus, donc ils ont loupé une marche aussi. Et ils ne sont pas non plus tellement en avance sur les deep tech. Simplement, les Allemands, par exemple, ont lancé 4 giga-usines, non pas de batteries, mais de microprocesseurs, quand la France n'en ajoute qu'une demi. Et donc, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'affaiblissement de la France depuis une vingtaine d'années, lié à la désindustrialisation massive que nous avons laissé faire par incompréhension du monde dans lequel nous sommes. Et cette dissymétrie franco-allemande pose un énorme problème qui conduit de plus en plus... L'ambassadeur a l'obligeance de ne toujours pas écouter, à un certain mépris allemand croissant qui s'exprime avec, alors pas de la part d'un ambassadeur, mais quand vous lisez la presse allemande, quand vous regardez le comportement des Allemands en Europe, voilà, ils continuent d'être polis avec les Français, mais enfin, et de ce point de vue, pour comprendre la situation, il faut se placer une seconde de l'autre côté du Rhin. Et vous voyez un pays qui s'est laissé désindustrialiser depuis 20 ans, sur l'hypothèse qui s'est imposée en France dans les années 90 que nous entrions dans un monde post-industriel, post-travail, hypothèse radicalement fausse, puisqu'en réalité, on était entré dans un monde hyper-industriel fondé sur l'informatique et le numérique. Donc, il y a bien des petites modifications qui sont intervenues depuis quelques années, mais on n'a pas vu un changement stratégique majeur de la France disant on va mettre le paquet massif pour se réindustrialiser. Il y a bien quelques milliards ici ou là, mais il n'y a pas une politique à 50 milliards par an pour se réindustrialiser. Et l'autre point, si on se met de l'autre côté du Rhin, qui pose problème aux Allemands, et qui me pose problème à moi aussi, c'est les Allemands regardent la France et ils disent mais ça fait plus de 50 ans que vous êtes en déficit public, même quand ça va bien. Donc c'est quoi votre problème? Et de fait, c'est pas seulement parce qu'il y a des règles européennes, c'est très mauvais en termes intergénérationnels de régler tous les problèmes, comme on vient de le faire dans les dernières années, par du quoi qu'il en coûte, qui est financé uniquement par endettement. Donc on voit bien que de l'autre côté du Rhin, un pays qui se laisse désindustrialiser au cœur d'une révolution hyper-industrielle et qui n'est pas capable d'équilibrer ses comptes, est-ce que c'est un partenaire indéfiniment fiable? Voilà, donc il y a beaucoup d'interrogations et de mon point de vue, je termine par là, de la capacité des Français à se réformer, à se réindustrialiser et à retrouver un équilibre des finances publiques dépend le rétablissement d'un meilleur équilibre entre la France et l'Allemagne, sachant que depuis que les Anglais sont partis, c'est l'Allemagne qui a pris le commandement de l'Europe sous l'effet de cet affaiblissement français. Alors, ça ne se voit pas ici, mais quand vous regardez ce qui se passe au niveau européen, quand vous regardez la façon dont les Chinois et les Américains traitent l'Europe, pour tout le monde, le commandement en Europe est en Allemagne. Il n'y a que les Français qui ne l'ont pas vu. Bon. Et donc, si on veut à nouveau un retour du couple franco-allemand, il est clé, absolument décisif, que les Français se remettent au boulot. C'est ce que je voulais vous dire. Bien, alors on va arrêter le débat tout de suite, on va aller au travail. Mais avant qu'on y retourne, merci Christian d'avoir respecté les délais, on va voir, j'allais dire la même question, mais vue sous un prisme plus géopolitique, Dominique. Difficile. Les économistes font de la géopolitique maintenant. Oui, on a bien vu, pour voir en effet si cette Europe, qui n'est pas un État, je rappelle, mais 27, peut s'en sortir face à deux challengers dont on vient déjà de parler, les États-Unis et l'Europe. Et donc, toute cette transformation du monde, cette transformation géopolitique, est-ce que vous pourriez nous donner quelques clés de compréhension
de l'intérêt européen et éventuellement de la façon dont on peut s'en sortir dans cet affrontement sino-américain que Christian Saint-Étienne de nous dire avait débuté avec le siècle qui vient du 21e siècle. Voilà. Donc, comment Oui. voyez-vous les choses, Oui. Dominique? Je crois qu'il y a deux questions. Il y a celle que vous venez de poser, et il y en a une autre qui est plus précisément le sujet de notre débat. Qu'est-ce que la guerre en Ukraine signifie particulièrement pour le couple franco-allemand? Et les deux questions sont liées, mais ce n'est pas la même question. Je crois que le premier point qui me permet d'ouvrir le débat, c'est de dire, d'affirmer que la conséquence majeure sur le plan géopolitique de la guerre en Ukraine, c'est qu'il y a plus d'Occident en Occident qu'il n'y en avait avant le début de la guerre. Poutine a réussi à rallier les Occidentaux entre eux. Poutine a relancé l'Amérique, l'a recréée comme la nation indispensable, pour reprendre la formule de Madeleine Albright en 2000. Mais s'il y a plus d'Occident en Occident, il n'y a pas plus d'Europe dans l'Occident, et il y a moins d'Occident dans le monde. Ce sont les trois données qu'il faut garder présents à l'esprit. Moins d'Europe en Occident, ça va très vite. Nous ne faisons pas le poids par rapport à l'Amérique. Moins d'Occident dans le monde, ce sont les votes des Nations Unies. Les 3 votes de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, le nombre de pays qui a voté la résolution condamnant l'agression russe est considérable, mais il n'a pas grandi avec le temps. Et sur un plan démographique, on peut penser qu'il y a toujours 53% de la population mondiale qui ne se sent pas indignée par l'action russe. Alors, ça, c'est, si j'ose dire, le chapeau. Maintenant, essayons de comprendre ce que cela signifie spécifiquement pour la relation franco-allemande. Et là, il me semble que l'Europe peut avoir 3 projets, 3 ambitions principales face à la guerre en Ukraine. Se présenter comme l'allié le plus fidèle de l'Amérique, considérant qu'elle n'a pas d'alternative, que la situation est trop grave, que la Russie, par son action, menace non seulement la paix en Europe, mais la paix dans le monde, et même potentiellement l'équilibre et la survie de la planète. Et dans ce contexte, la seule alternative à l'Europe est d'apparaître comme l'allié le plus fidèle de l'Amérique dans une géographie des valeurs incontournables et indépassables. Le deuxième point serait de considérer que le rôle de l'Europe face à la division entre le monde occidental et le Sud global, c'est d'être une forme d'intermédiaire, d'acteur qui continue à parler à Poutine, qui continue à comprendre les sensibilités, les émotions du Sud, qu'il s'agisse de l'Afrique, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, qu'il s'agisse de l'Amérique latine. Au fond, une Europe qui serait plus proche dans sa parole, sinon dans sa pensée, du pape François. Le troisième scénario, c'est celui d'une Europe puissance, qui est un troisième pôle, qui considère que, bien entendu,
la menace russe est considérable, que la menace chinoise est immense, mais que considérer que l'Amérique sera toujours derrière nous pour nous soutenir est un pari dangereux et que nos intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de l'Amérique, même si, de manière ultime, nos valeurs sont exactement les mêmes de celles de l'Amérique. Alors, par rapport à ces trois scénarios, il est intéressant de situer la France et l'Allemagne sur la carte de l'Europe. Il me semble que, par rapport au premier scénario, nous sommes, car nous n'avons pas le choix, l'allié fidèle de l'Amérique. C'est globalement le choix fait par l'Allemagne, qui est beaucoup moins interventionniste que ne peut l'être la Grande-Bretagne, qui a plus d'ambiguïté pour des raisons économiques, géographiques, culturelles, historiques même, le poids du remords. Est-ce qu'on peut contribuer, est-ce qu'on peut envoyer des chars pour lutter contre l'armée russe, alors que les chars allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, écrasaient les villes russes. Donc il y a ce poids, mais je dirais que le remords a été instrumentalisé aussi par l'Allemagne pendant longtemps comme une carte commode, et finalement elle a su dépasser cette clé émotionnelle qui pouvait paraître bien commode et derrière laquelle elle a pu s'abriter longtemps. La France ne dit pas autre chose que l'Allemagne lorsqu'elle parle à l'Amérique. Mais il est clair que ses pensées profondes sont plus complexes, qu'il y a une tradition française qui consiste à dire oui, bien sûr, nous sommes avec l'Amérique, mais nous ne sommes pas intégralement dans le même camp. Quand on passe au deuxième scénario, celui de l'Europe comme intermédiaire, là il est clair encore que si la France était plus atlantique que ne l'est, que si l'Allemagne était plus atlantique que ne l'est la France, dans le cas du deuxième scénario, l'Europe intermédiaire, la France est très en avant sur l'Allemagne, même si l'Allemagne se rend compte du problème, commence à l'intégrer et contribue par ses finances, mais même par son armée, à la situation sécuritaire, en particulier en Afrique, à la demande de la France, mais je crois qu'elle a intégré ce schéma. Reste le troisième scénario, l'Europe puissance. Et là, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est un scénario qui s'impose à terme, qui paraît une forme d'assurance-vie contre les incertitudes du futur, mais qui est très très difficile parce qu'en réalité, on a l'impression que personne n'y croit vraiment, que l'écart est trop grand entre la nature des défis et les moyens qui sont les nôtres. Donc, dans ce contexte, quelle position adopter ? Je dirais que le paradoxe, pour conclure cette présentation sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur le couple franco-allemand, c'est que le pays qui, en fait, s'en est tiré le mieux sur un plan géopolitique, c'est en dépit du Brexit la Grande-Bretagne. Il y a plus de Grande-Bretagne en Europe aujourd'hui parce que sa position a été d'une clarté totale dès le début, je dirais même avant que les Russes ne commencent à envahir l'Ukraine sur cette question. Et que les Français et les Allemands, pour des raisons différentes,
sur lesquels je ne reviendrai pas, ont navigué un peu à vue sur la question de la guerre en Ukraine. Que fallait-il vraiment faire? Que fallait-il vraiment dire? Et je pense, au bout du compte, que l'Allemagne est un peu prisonnière de sa géographie et de ses intérêts économiques, et que la France a payé, au moins au début, un prix lié aux propos parfois trop sophistiqués du président de la République. Et que quand la situation est à ce point claire et manichéenne, il ne faut pas hésiter à être simple et appeler un chat un chat. Voilà. Je crois que j'ai parlé 10 minutes. Très bien, mais non, jusqu'à présent, je n'ai pas eu à vous faire les gros yeux, comme ça, on va avoir le temps de passer après au débat avec la salle, ce qui est quand même toujours ce pourquoi aussi les personnes qui sont présentes ici ce soir viennent. Alors, Yoachim, puisque tu es Alors né de l'autre côté du Rhin, reste... mais que tu vis beaucoup plus à Paris et que tu as double nationalité, la conclusion de ce petit présentation te revient pour voir en effet un petit peu comment tu vois les choses par rapport à ce qu'a dit notre l'ambassadeur d'Allemagne, Christian Saint-Étienne et Dominique Moisy, et comment toi tu interprètes les choses avec la vieille connaissance que tu as, la longue expérience que tu as des dossiers, pour trouver une clé qui permette de trouver un nouveau moment européen qui soit à la faveur de la France, de l'Allemagne et de l'Europe. Bien, tout a été dit, mais pas encore pour chacun. Que faut-il conclure après ces 3 interventions? En quelques thèses rapides. 1. J'ai du mal toujours à comprendre pourquoi la France comme l'Allemagne ont somnambulé en Europe pendant une bonne dizaine d'années, évidemment occupées par un certain nombre de crises pendant cette période. Vous pouvez voir une dizaine depuis la réunification allemande il y a bien 30 ans, mais pourquoi les deux n'ont pas compris ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe en Russie? Je suis quelqu'un qui est touché à cet égard parce que je suis rentré en mai 2019 de Moscou avec une clarté: les Russes vont marcher. Ils vont faire l'invasion de l'Ukraine. Mais personne ne voulait entendre l'avertissement de Moscou. Sauf Dominique, là, a raison. Les seuls qui m'ont écouté pendant 3 heures, c'était les Anglais, accompagnés par les Américains, à Moscou. Les seuls. Or, pour moi, suivant les signaux, c'était tout à fait clair que Poutine allait marcher. Je ne savais simplement pas quand. Qui s'est trompé, ça c'était tout à fait autre chose. Deuxième chose, je cherche toujours la réponse à cette question. Pourquoi? 2, de l'autre côté, agréablement surpris que l'Allemagne et la France ont réagi de manière relativement rapide à cette invasion, et ils se sont mis derrière les États-Unis. Sans les États-Unis, l'Europe n'aurait pu jamais réagir de cette façon, unie de manière assez claire vis-à-vis des Russes. Aspect positif. Et il faut avoir en tête, s'il vous plaît, et c'est le 3e aspect, ce que j'appelle en politique la perception, ou ce qu'on appelle en sciences politiques l'autre, ou même en économie, l'autre. Quelle est la perception de l'autre et qu'est-ce qui se passe avec l'autre ou chez l'autre? Il est pour moi naturel que la France et l'Allemagne aient certaines différences, divergences, d'autres différents points de vue, même des attitudes différentes aux sujets clés européens et internationaux. Pour moi, c'est normal. Ça a toujours été le cas. Ce qui est pour moi essentiel, c'est la capacité franco-allemande de surmonter ces différences pour agir de manière unie vis-à-vis de l'extérieur par la suite. Bon.
aussi là, pour moi, la France et l'Allemagne, ce que j'appelle la perception chez l'autre. Et ce qui m'a surpris à Paris, pourquoi ce Paris, ce village gaulois quelque part, en Europe, n'a pas du tout compris ce qui se passe chez l'autre. Or, depuis ce moment, je défends le chancelier Scholz, comme je peux, parce que lui, il va, ce que j'appelle, jusqu'au bord de l'existence de sa coalition. Il se trouve dans une nouvelle coalition, c'est-à-dire les mettre ensemble, c'est pas facile du tout. Et le chancelier Scholz, non seulement par son discours sur ce qu'on appelle la Zeitwende, mais depuis lors, il va toujours limite vis-à-vis de son propre parti politique, parce que la réalité est que la majorité de son groupe parlementaire est nettement à gauche de lui, pacifiste. Et le même jugement vaut pour la majorité des Verts allemands, qui ne sont pas des moindres pacifistes à cet égard, plus antinucléaires. D'où il a fait un effort, pour moi, qui est énorme. Il devait le développer, ce que j'appelle pas par pas. Et il est normal qu'il a, à certains égards, eu, dans la défense de l'Allemagne, ce réflexe de s'orienter, tout d'abord, à partir de l'allié américain, notre force de protection en Europe, s'il en veuille ou non. Et ensuite, de regarder sur l'Europe. Quatrième remarque. Ce qui me surprend aussi, ou ce qui ne me surprend pas, c'est l'absence, je dirais, dans une partie de politique européenne. En partie, il faut être étonné, par exemple, que les ministres de la Défense de l'Union européenne s'occupent d'ammunition. Débat extraordinaire entre les ministres de la Défense, du jamais vu, du jamais fait en Europe, qui s'occupent de trouver de la munition pour les livraisons d'armes vers l'Ukraine, deux qui fassent pratiquement un échange entre les ministres qui trouvent quelle munition et où en Europe, deuxième phase, troisième phase, qu'on fasse un effort aussi budgétaire pour acheter la munition nécessaire, du jamais vu. Or, ça me dit, ça bouge. L'Europe commence à bouger, l'Europe commence à s'enfoncer dans la défense européenne quelque part. De l'autre côté, c'est louable, oui, c'est bien, oui, mais ça ne remplace pas ce que je juge nécessaire, et là j'utilise l'expression d'un ancien président de la République allemande, de Roman Herzog, il faut un ROC, il faut un nouvel impetus pour cette politique européenne. Ce que les Anglais appellent la self-assertion, la survie en français, die Selbstbehauptung de la politique économique et de l'économie européenne face aux concurrents à l'échelle mondiale. Je vais seulement mentionner un seul, on pourrait parler 1 heure là-dessus. On est au début d'un débat. Ce que je mentionne, c'est la recherche. Ce qui me choque jusqu'aujourd'hui, que nos chers ministres de la recherche ont raté leur job, parce que les Européens n'arrivent pas à rattraper le retard grandissant dans les domaines clés, intelligence artificielle, santé, etc., face aux Chinois aujourd'hui et face aux Américains. D'où la nécessité de changer radicalement notre approche, notre engagement pour la recherche européenne. Autrement, prenez les derniers exemples qui a traversé la presse les derniers 15 jours, le chat TP américain, européen. Lorsque j'entends l'excuse du CNRS, si j'étais politique, j'aurais pris une décision immédiate pour toute la tête de cette maison. Mais immédiat. Moi, ça me choque, cette absence européenne. Deuxième domaine, politique étrangère. Un mot, une phrase. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu cette photo aujourd'hui. Je pense Hans-Dieter a vu ça dans le Spiegel Online. Qui a fait
qui a fabriqué la réconciliation, ou du moins la reprise diplomatique entre l'Arabie saoudite et l'Iran. La Chine. Absence totale européenne. Où sommes-nous? Et lorsque je fais l'arc des crises autour de nous, c'est un signal de faiblesse, de manque de stratégie européenne. Ça va du Maghreb, par le Moyen-Orient, Turquie, on ne sait pas comment traiter la Turquie, on ne sait plus, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On attend maintenant des élections de nouveau pour décider je ne sais pas quoi après. Stratégie, absence. Et je vais jusqu'en haut, Russie. Pardonnez-moi, j'étais la semaine dernière sur le sol de l'île au nord de la France, où on a discuté pendant 4 heures que faire après avec la Russie. Il y avait des membres du gouvernement britannique présents. On l'a fait ouvertement, évidemment à huis clos, parce que les Anglais, des bons stratèges, réfléchissent qu'est-ce qu'il fait faire stratégiquement après. Où est notre débat? Alors, pour moi, l'Europe s'est réveillée un petit peu, mais a besoin d'un véritable choc de réveil pour pousser l'Europe pour avancer. Merci. Merci Joachim. Alors, écoutez, merci à vous tous parce que vous avez respecté à peu près la consigne dominicaine que vous avez fixée. Alors, Eric, c'est le temps de la part des questions, donc je vais vous inviter à lever la main, à poser des questions les plus courtes possibles pour que nos orateurs aient le temps de vous répondre. Donc, 1, 2, 3. Alors, honneur aux dames. C'est juste mon tropisme féminin. Allez. Oui, vous pouvez prendre un... Vous parlez fort. Ça va aller. Marie-Claude Mignoret. Une chose, je trouve intéressant la situation que nous vivons, parce qu'elle secoue l'Union européenne, qui en effet s'endormait. Et on a quand même 27 pays maintenant. Moi, je me demandais si, tout bêtement, la France et l'Allemagne ne pourraient pas, je dirais, dans un secteur bien connu des deux, l'industrie, et bien connu des deux, la défense, s'associer avec la Pologne, ce qui nous prendrait la partie Est, et qui casserait un peu le Visegrad, puisque la Hongrie est un petit peu de côté. Et ça redonnerait un rôle à la Pologne, je crois beaucoup à le rôle que peut prendre la Pologne pour toute la région Est, et elle est surveillée, elle est regardée, tous les pays qui sont venus ont un peu... Et en plus de ça, ils sont efficaces. Et je me demande si défense, industrie, high-tech, il n'y a pas quelque chose, au lieu d'être deux, d'associer un troisième. Alors je sais qu'il existait, mais je ne sais pas d'ailleurs quel rôle il avait, je l'ai découvert il y a peu de temps, le triangle de Weimar, qui avait les trois têtes. J'ai trouvé ça bien, mais on n'a jamais su ce qui se faisait dedans. Et j'aimerais bien que ça casse un petit peu le groupe Visegrad, que je trouvais... Bien, alors je ne sais pas si vous allez être entendu sur le couple de Visegrad, mais Dominique Moisy, peut-être vous, monsieur l'ambassadeur, vous voulez parler du triangle de Weimar après. Mais Dominique, d'abord sur cette alliance franco-germano-polonaise. Bon, d'abord, le nouveau grand d'Europe, depuis la guerre en Ukraine, c'est la Pologne. Sur un plan strictement militaire et quantitatif, je crois que la Pologne a plus de chars aujourd'hui que l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France réunies. Donc elle n'attend pas qu'on la reconnaisse. Et deuxième point, il y a une question, je crois que c'est tout à fait... mais non, mais et le deuxième point qui est une réponse plus dure à votre question, c'est que je ne suis pas sûr que la Pologne soit intéressée à rejoindre la France et l'Allemagne quand elle est, de son esprit, de son point de vue, un interlocuteur privilégié de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Et les positions qu'elle a trouvées trop modérées de la France et de l'Allemagne sur la guerre en Ukraine nous ont un peu isolés d'elle. Donc hélas, c'est comme ça que ça se passe.
Alors, monsieur l'ambassadeur, brièvement sur le triangle de Weimar proprement dit, qui était un peu au point Oui, mort ces bon, dernières années. c'est un format important, mais aussi de temps en temps un peu compliqué. Donc, ça a été fondé au début des années 90. C'était donc par les trois ministres des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas et Skubiszewski, le ministre polonais. Et c'était vraiment l'idée de réunir ces trois puissances continentales extrêmement importantes pour tout d'abord faciliter l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, dans l'OTAN. Donc ça a bien fonctionné. Mais maintenant, c'est vraiment la question qui se pose. Est-ce qu'on est capable vraiment de formuler des positions communes? C'était récemment pas toujours facile parce qu'on a eu des différences avec la Pologne sur la question de l'état de droit. C'est bien connu. Mais je ressens ici un grand intérêt de la part de la Pologne, vraiment aussi de revitaliser ce triangle de Weimar, de intensifier sa coopération avec la France et l'Allemagne. Donc récemment, on a eu un nombre des réunions au niveau des chefs d'État. C'était récemment en marge de la conférence de sécurité à Munich. C'était, je pense que c'est une réunion très substantielle où on a abordé toutes les questions concernant la guerre. Il y avait des réunions l'année dernière. Et il y a des réunions donc, au niveau des ministères, des ministres des Affaires étrangères. Donc là, il se passe quelque chose. Je peux dire en ce qui concerne Paris, donc j'ai lancé avec mon collègue polonais ce qu'on appelle un salon de Weimar, c'est-à-dire on a commencé des réunions en format de Weimar ici à Paris pour discuter aussi des questions politiques, économiques, financières, donc qui nous concernent tous. Donc je pense que ce format est important, ça a un grand potentiel, mais on n'a pas encore exploité ce potentiel, y compris sur le domaine de la défense. C'est vrai, donc les Polonais ont commandé un grand nombre des chars coréens, mais donc il y a peut-être d'autres projets dans lesquels on peut coopérer. Alors, il y a des élections en Pologne, on verra à la fin de l'année s'ils reviennent à des considérations plus européennes. Alors, Christian Satienne, rapidement, pour qu'on puisse donner la parole après aux messieurs. Voilà. Il y a un troisième pays qu'on laisse trop de côté, je pense que c'est l'Italie. Et je pense que la France et l'Allemagne gagneraient beaucoup à prendre l'Italie dans un jeu plus coopératif, indépendamment du gouvernement actuel, mais qui n'est pas anti-européen. Et l'Italie a des ambitions sur le plan spatial, sur le plan économique, sur le plan des biotech. Et je pense que ça peut être très, très intéressant pour on peut d'ailleurs inclure l'Espagne également, qui a des ambitions. Donc je pense que les trois principaux pays, France, Allemagne, Italie, et en associant l'Espagne, pourrait peut-être redonner une approche de dynamisme. Et une fois qu'on aurait une coopération plus affirmée entre ces 3+1, je pense qu'on pourrait parler davantage avec la Pologne. Alors, je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit. La Pologne, de facto, se vit comme le 51e État américain. Donc, il faut qu'on l'intègre. Bon, ça fait partie. Alors, du coup, c'est les 5 États les plus importants qui ont été cités, géographiquement, en population, etc. Alors, Joachim Bitterlich, et après, je passe la parole à ce côté-ci. Rapidement, Joachim. Je t'ajoute un petit mais. Pour une raison toute simple, le premier apprentissage que mon chancelier m'a fait lorsque je suis entré dans son bureau, à l'époque, c'était Bitterlich. Tu connais très bien Paris, tu connais Londres, tu connais Madrid, tu connais Rome. S'il te plaît, occupe-toi des petits. Et mon premier voyage à l'époque, il m'a envoyé au Luxembourg. Et vous savez qui j'ai rencontré? Jean-Claude Juncker. Alors, il y avait des demandes de parole de ce côté-ci. Alors, monsieur, puis il n'y avait pas un ici, là? Monsieur, là? Non? C'était pas vous qui leviez la main? Alors, je vous peux prendre tous les deux. Comme ça, on fait un groupe. Bonjour, Daoud Khan, Fédéral Europe. Oui, vous avez bien montré le recul européen, notamment en matière de défense et en matière industrielle, par rapport aux Chinois et par rapport au domaine
on fait des coopérations, mais ça ne fonctionne pas assez pour combler ce gap. Et on se rend compte que si on regarde la différence essentielle entre ces trois ensembles, vous avez d'un côté deux États bien organisés, fédéraux pour les États-Unis, centraux pour les États-Unis, qui sont capables de mettre en œuvre les politiques nécessaires, le plan de la défense et de l'industrie. L'industrie, c'est les commandes publiques, la régulation à l'échelle de tout le marché national et les investissements très importants qui sont nécessaires, ainsi que les complémentarités technologiques. En matière de défense, une politique étrangère unique et une armée sans laquelle vous ne pouvez pas être crédible, et notamment vis-à-vis de la Russie. Donc est-ce qu'il ne faut pas changer de logiciel, maintenant qu'on a fait quand même beaucoup d'avancées en matière de coopération, et aller vers un système fédéral, progressivement, je ne dis pas qu'il faut le faire demain, mais en reprenant du côté français la proposition qui a été faite par le gouvernement allemand de créer un noyau fédéral à quelques États à l'intérieur de l'Union européenne. Et alors, monsieur, comme ça on pourra faire un... Alors là, on a compris le désavantage européen par rapport à des États unitaires. En complément à la fois de ce qui vient d'être dit, mais également sur les problèmes de défense, spécifiquement, quelles seraient les possibilités de coopération dans le domaine du renseignement, de la cyberguerre d'un côté, vis-à-vis de la Chine et des États-Unis, enfin des États-Unis plus l'alliance États-Unis, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, pour les grandes oreilles, la Chine avec le pouvoir français, et deuxièmement, en ce qui concerne la maîtrise de la potentielle guerre de l'espace, qui est distincte de la guerre nucléaire. Donc, actuellement, on se focalise à juste titre sur la menace nucléaire, mais à mon sens, la menace sur le renseignement et la cyberguerre d'un côté, la militarisation de l'espace de l'autre, sont tout aussi importantes. Et dans ce domaine-là, qu'est-ce que la France et l'Allemagne, en tant que puissance économique, militaire, démographique, peuvent faire ensemble aujourd'hui, en attendant l'hypothèse fédérale? Alors, qui veut répondre en premier à ce... Joachim, sur la question de l'absence d'État fort en Europe pour répondre aux Américains et aux Chinois qui ont un président, une armée et un chef. Je risque une thèse qui va vexer le mouvement européen. L'Europe, ce ne seront jamais les États-Unis d'Europe. Ce ne sera jamais le modèle américain. Nous serons toujours un espace en construction. Par définition, nous sommes une construction fédérale quelque part. Les Suisses vont dire, oui, fédéral, mais vous n'êtes pas confédéral. Hein, parce que là commence la petite guéguerre entre les théoriciens suisses, allemands et autres européens sur les mots fédéraux ou confédéraux. Je mets ça de côté. Mais je pense, et vous avez fait allusion à ça, Schäuble-Lammers sont plus d'actualité que jamais. C'est-à-dire cette idée de former quelque part en avant-centre de cette Europe un réseau réduit d'États membres qui vont dans certains domaines concrètement plus en avant. Moi, je suis en faveur, j'avoue. C'est pas simple parce qu'il faut avant revoir certaines parties de la construction européenne. Parce que dans notre, ce que j'appelle sauvagerie des régulations, nous sommes allés en Europe trop loin. Et je dis souvent, c'est pas la faute de Bruxelles, souvent c'est la faute de nos États membres, qui ajoutent toujours à ce que Bruxelles fait, ce que j'appelle une petite couche nationale. Et les résultats est, lorsque vous êtes un agent économique en Europe, vous constatez tout d'un coup que vous êtes finalement surrégulé. Or, pour moi, si on va dans ce sens, monsieur, il faut se concentrer sur l'essentiel. Il faut avoir ce débat entre Européens.
ambassadeur sur la coopération Oui, de la BND et de la DGSE. Oui, peut-être un mot sur la question de l'État fédéral, c'est ce qu'a dit par Joachim Pitalich. Je pense que ça existe déjà, n'est-ce pas? Donc, ces groupements, donc des États membres de l'Union européenne qui coopèrent dans le cadre donc des questions très précises. Par exemple, donc, l'euro, c'est un exemple. Le groupe de Schengen, c'est un exemple. Mais aussi, dans le domaine de la défense, on a établi, aussi à l'issue d'une initiative franco-allemande, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la PESCO, la coopération permanente structurée dans le domaine de la défense, qui vise à développer des congrès pour projets de défense très, très, très concrets. Donc ça existe déjà. Donc il faut donc renforcer ces initiatives, approfondir, mais ça existe déjà. Encore une deuxième remarque en ce qui concerne la capacité de l'Union européenne d'agir. Je pense que globalement, la réaction de l'Europe à cette guerre est tout à fait remarquable. Donc, ce qu'on a fait. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Donc, le fait que les 27 États membres, avec toutes leurs différences, leurs relations très différentes vis-à-vis de la Russie, se sont mis d'accord sur une réponse très robuste, très forte à la Russie. Donc, c'est tout à fait remarquable en ce qui concerne les sanctions extrêmement dures pour nous-mêmes, en ce qui concerne donc, le soutien militaire et politique pour l'Ukraine. Ça, c'est tout à fait, à mon avis, remarquable. Et à mon avis, donc, l'Union européenne est devenue, oui, un peu plus un acteur géopolitique et géostratégique au cours de cette guerre. Dernière remarque en ce qui concerne votre question, monsieur, en ce qui concerne la coopération sur le plan de renseignement, tout ça, c'est par définition confidentiel. Mais je peux vous dire que donc, la coopération entre la France et l'Allemagne aussi, sur ce plan-là, est tout à fait singulière. Deuxième question, en ce qui concerne le cyber et l'espace, donc la problématique du cyber et l'espace est tout à fait reconnue dans le cadre de l'Union européenne, mais aussi dans le cadre de l'OTAN. La Commission européenne vient de publier un document, une stratégie concernant les questions de l'espace, particulièrement en ce qui concerne l'aspect de sécurité, donc qui contient un nombre de propositions très concrètes pour renforcer le rôle de l'Europe dans l'espace en ce qui concerne l'aspect de sécurité. Et le fait qu'on a reconnu l'importance des deux secteurs est exemplifié par le fait que dans le cadre de l'Union européenne, donc une attaque contre un État membre sur le plan cyber ou espace pourrait constituer un cas de l'article 42.7, clause d'assistance. C'est la même chose au sein de l'OTAN, c'est-à-dire une attaque cyber-espace peut constituer un casus belli. Bien, alors je vais prendre un A. Monsieur. Oui, j'ai. Et monsieur. Alors les deux. Ah, excusez-moi, alors peut-être. Non, c'est vous avec la casaque bleue et la casaque verte, là voilà. Donc allez-y. La première, c'est la remarque que vous faisiez, monsieur, tout à l'heure, en vous étonnant un peu que le dialogue s'est établi entre trois puissances, je dirais, où la démocratie est complètement absente, en tout cas selon le modèle européen, que sont l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Chine. À mon avis, la période actuelle cristallise les deux blocs. Le bloc des démocraties occidentales. Effectivement, il y a eu beaucoup de progrès en termes européens, vous venez de le signaler sur les réactions sur la guerre. Et puis le bloc qui devient, alors, je ne sais pas s'il faut dire illibéral ou autre chose, mais enfin qui a une haine farouche à l'égard de l'Occident. Donc ça les réunit énormément. Alors justement, le second problème, je pense peut-être M. Moisy pourrait m'y répondre, mais ma question est un peu provocante. C'est pourquoi l'Europe doit-elle craindre la Chine ? C'est-à-dire qu'au fond, on comprend très bien son impérialisme économique.
ne fait aucun doute. Et qu'il faut se protéger. À la limite, il faut faire ce que vous avez dit et rappelé tout à l'heure, je crois que c'est M. Saint-Étienne, qu'il faudrait au moins qu'il y ait des répartitions équitables entre les procédures, comment dirais-je, chinoises qui ferment le marché européen et les procédures européennes qui sont plus généreuses à l'égard du commerce chinois. Donc très bien, ça peut se résoudre quand même. Mais en dehors de ça, la puissance militaire de la Chine, l'Europe la craint-elle? Enfin, je fais partie d'une génération où la Chine n'a jamais été en guerre impériale, je veux dire, au niveau territorial. Elle n'a jamais été, et si on écoute, il ne faut pas être naïf, bien entendu, mais si on écoute les dirigeants, c'est un peu ce qu'ils disent. Ils disent, vous nous reprochez, vous avez peur de nous, mais en fait, on n'a jamais été fer de lance conquérant vis-à-vis des territoires extérieurs. Je pense que ceux qui auraient le plus à craindre la Chine, compte tenu de l'histoire, mais qui effectivement maintenant, tout ceci a été biffé, gommé par la situation européenne à l'Ukraine, c'est plutôt la Russie que l'Europe. Voilà la question que je voulais vous poser. Alors Dominique Moïse va répondre. Et alors monsieur? Merci Bernard Sarnian. Moi, ce que je voudrais voir un peu, c'est les idées que vous avez sur la sortie de crise, la sortie de cette guerre, qui peut avoir... Dominique Moïse aussi. Attendez, qui peut avoir, peut-être à mon humble avis, deux scénarios, l'un traditionnel et l'autre catastrophique. Est-ce que vous voyez plutôt un règlement de négociation un jour avec la Russie, avec les Américains qui vont convaincre l'Ukraine de perdre quelques territoires au Donbass ou ailleurs, encore après la Crimée, ou est-ce que vous voyez l'opportunité, par exemple, pour les Américains d'élargir le conflit pour entrer en guerre, par exemple, avec la Chine, avant qu'elle soit plus puissante que les États-Unis et considérant que c'est le moment de le faire? Alors là, Dominique, vous êtes interrogé à double titre. Hein. À triple titre, puisqu'il y a trois questions en réalité. Sur le sommet de Pékin entre l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Chine, je pense que symboliquement, c'est un tournant historique. C'est pour moi l'équivalent de ce qu'a été en 1905 le sommet de San Francisco, le traité de San Francisco, qui a mis fin aux États-Unis à la guerre entre la Russie et le Japon et qui marque l'entrée de l'Amérique sur la scène mondiale comme un acteur diplomatique, qui précède donc la Première Guerre mondiale. Alors, ce n'est pas exactement la même chose. La Chine ne met pas fin à une guerre directe entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais quand même, il y a une guerre par proxy entre ces deux pays qui se déroule au Yémen depuis des années, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Et c'est très important parce que, en réalité, c'est une humiliation pour l'Amérique, c'est une gifle pour Israël, qui considérait qu'après les accords d'Abraham, le point culminant de sa réconciliation avec le monde arabe allait être l'entrée de Riyad, l'Arabie Saoudite, dans les accords d'Abraham. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et les raisons sont multiples. Il y a le fait que l'Arabie Saoudite entend démontrer son indépendance par rapport aux États-Unis. Elle a été vexée du comportement de l'administration Biden. Elle lui dit, eh bien, tu sais, tu n'aimes pas mon comportement en matière de droits de l'homme, je peux faire sans toi. Et l'Iran, qui se sent quand même un peu isolé, qui a déjà une guerre contre son peuple à gérer, était très heureux de retrouver un peu de légitimité internationale à travers l'accord qui a été signé à Pékin, qui n'est, Joachim le rappelait, qu'un accord de reprise des relations diplomatiques. On n'est pas du tout dans la réconciliation.
on est dans une phase préliminaire. Alors, la deuxième question que vous posez est plus importante et plus complexe. Je crois que dans l'esprit chinois, l'ambition est mondiale et pas seulement régionale. Elle se résume dans un grand tableau dans le style des Jésuites qui figurait comme pièce principale dans l'exposition sur les trois empires à la Royal Academy de Londres en 2005. On y voyait tous les envoyés, tous les équivalents de Hans auprès de la cour de Pékin faire la queue dans la cité interdite pour rendre hommage à l'empereur de Chine. Et c'était un tableau qui était visible de partout dans l'exposition et qui avait un message très explicite. Hier, quand nous étions la puissance mondiale, la première puissance mondiale, jusqu'en 1815, nous, Chinois, eh bien, vous nous rendiez hommage. Demain, il en sera de même. Préparez-vous à faire demain ce que vous faisiez hier. Et je crois que les routes de la soie, le contrôle chinois dans l'espace, ces ballons qui sautent de temps en temps, sont la démonstration d'une volonté chinoise de devenir la première puissance mondiale. Et il y a l'idée derrière cela que leur système est très supérieur au nôtre. Et ils sont animés par un esprit de revanche. Ils citent le sac du palais d'été à la fin du 19e siècle par les puissances occidentales, comme les Iraniens citent Mossadegh, Mossadegh, Mossadegh à chaque tournant. Donc je crois qu'il faut prendre au sérieux le défi chinois. Alors c'est un défi d'une nature très particulière, parce que jamais dans l'histoire on a été dans une rivalité si vive avec un pays dont on est si interdépendant sur le plan économique. Mais c'est un problème qui se pose pour les Chinois comme pour nous. Alors la troisième question, si vous pouvez me la rappeler d'une phrase, monsieur. À la solution au conflit. Tout à fait, oui, oui. 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 Alors, je crois que nous ne sommes pas du tout dans une phase de pré-négociation. Au fond de moi-même, quand je vois le film « À l'Ouest, rien de nouveau », qui vient d'obtenir des Oscars légitimes, mérités à Hollywood. La comparaison avec la Première Guerre mondiale est criante. Et au fond de moi-même, je me demande si nous ne sommes pas en 1915, c'est-à-dire 1 an après le début du conflit. Car en réalité, pour le moment, il n'y a pas de compromis possible. Le sang n'a pas encore asséché le sang et les victimes sont tellement nombreuses que les Ukrainiens ne peuvent pas dire, comme ils l'auraient dit en mars 2022, vous n'avez pas pris Kiev, discutons, etc. Mais 1 an après, ils ont détruit les villes ukrainiennes à l'envi. Il y a plus de 100 000 morts du côté ukrainien, sans doute plus de 200 000 victimes du côté russe. Ça n'est pas possible. Et au fond, comment l'Ukraine peut dire j'ai résisté, je suis fier, etc. Est-ce qu'elle serait prête à accepter l'argument qui est un peu le nôtre, qui consiste à dire, écoutez, vous avez été admirable, nous vous offrons l'entrée dans l'Union européenne, vous allez être européen et finalement vous allez être membre de l'OTAN, mais acceptez le compromis géographique que nous vous demandons d'accepter. C'est trop tôt. Nous n'en sommes pas là. Et du côté de Poutine, les sacrifices, le coût a été tel qu'il n'est pas possible pour lui de se tourner vers
ses citoyens en disant bah, écoutez, finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée, il vaut mieux arrêter. Et c'est pas possible, c'est son pouvoir qui est en jeu, et derrière son pouvoir, c'est sans doute sa vie. Donc, je crois qu'au moment où je parle, nous ne sommes pas dans une phase de pré-négociation, nous sommes au contraire dans une phase de renforcement des hostilités. Chaque camp se prépare à porter l'initiative de nouveaux combats. Donc voilà, c'est hélas la réalité. Et je vais passer la parole à Joachim et me retirer parce que je dois me retirer à 20h. Non, Dominique, je voulais ajouter une phrase. J'ai eu ce même débat il y a une semaine avec des historiens britanniques. Et ce qui était pour moi intéressant, c'était leur conviction de me dire, de ne pas faire la comparaison que j'avais fait en introduction. Souvenez-vous de la guerre de Vietnam, combien de temps ont mis les Américains pour comprendre ce qui se passe? 9 ans. Regardez combien d'années les Russes ont mis, ou les Soviets à l'époque, pour comprendre l'Afghanistan, également une dizaine d'années. Mais la réponse des Britanniques était plutôt on ne peut rien espérer avant fin 2024. Pas avant, parce que là, nous aurons un nouveau président américain, parce qu'un Poutine a un espoir faux, hein, dans un républicain américain qui mou, mais si le pronostic des Britanniques est correct, je ne veux pas vous donner le nom, ce ne sera pas Trump. À ce moment-là, il se trompe totalement, Poutine. Ce nouveau Américain va lancer une offre de paix, mais pas avant fin 2024. C'est-à-dire, peut-être là, oui, voilà. On verra. En 2025, plutôt 2025, c'est le plus tôt. On n'est pas au bout de nos peines. Mais le débat continue. S'il y a d'autres questions qui ne sont pas adressées à Dominique Moïsi, à Christian Saint-Étienne ou à Monsieur l'ambassadeur, voilà. Je voulais dire un mot là sur parce qu'on n'a pas répondu sur la Russie. Moi, je continue de penser qu'en réalité, c'est les Américains qui sont dans le siège du conducteur sur cette affaire. Alors, on a évoqué le fait que le Royaume-Uni avait fait un retour en Europe, certes. Ça peut se discuter parce que le Royaume-Uni est aujourd'hui dans une débandade stratégique et politique et intellectuelle. Et au fond, l'Ukraine, c'est un des domaines où ils pouvaient y aller, s'affirmer. Ils ont peut-être surcompensé pour cacher le reste. Bon. En fait, pour moi, le vrai vainqueur géostratégique absolu de cette affaire, ce sont les États-Unis, hein, puisqu'ils ont remis la main sur l'Europe. Hein, de manière totalement inespérée. Et puis, c'est nous qui payons. Le coût du surplus énergétique, c'est 400 milliards d'euros pour nous. Et les Américains vont nous vendre du gaz et du pétrole pour une somme qui sera supérieure à l'argent qu'ils ont donné à l'Ukraine. Bon, ils sont en train de donner une quarantaine de milliards à l'Ukraine et les Européens achetant du gaz et du pétrole américain vont leur donner 50 ou 60 milliards. En plus, c'est un jeu à 5 bandes parce qu'ils nous font payer le gaz qu'ils nous vendent 3 fois le prix que les Américains le payent chez eux, ce qui fait que nos entreprises nous quittent. Voilà, donc on perd sur tous les tableaux. Donc la question, je suis d'accord sur le fait que on est peut-être dans une phase du combat qui est trop tôt pour qu'il y ait une négociation, mais les Américains, c'est mon point de vue, sont vraiment obsédés par la Chine. Et ils doivent avoir à l'esprit, j'espère qu'ils ont à l'esprit ce que vous évoquiez, c'est que le pays qui doit craindre la Chine, qui craint la Chine depuis 150 ans, c'est la Russie. Alors on ne l'évoque pas ici, mais il y a une immigration chinoise en Sibérie qui est considérable. Apparemment, d'après ce qu'on sait, il y a 600 000 à 800 000 Chinois qui sont déjà arrivés en Sibérie. Or, là, si on accepte que ce qui domine la pensée stratégique américaine, c'est ce conflit avec la Chine,
ça serait totalement cinglé de leur part de pousser la Russie dans les bras de la Chine jusqu'à un point qui les desservirait eux-mêmes. Donc si on accepte cette considération, à un moment donné, je pense que la paix sera négociée principalement entre les États-Unis et la Russie. C'est-à-dire que la guerre s'arrêtera le jour où les États-Unis considéreront que le coût géostratégique vis-à-vis de la Chine devient insupportable et que donc, parce que la question, d'ailleurs, il y a des discussions aujourd'hui en Europe, en Allemagne, il y a des... est-ce que, je pousserai la question que vous posiez jusqu'au bout, est-ce que du point de vue occidental, on a intérêt à ce qu'en cas d'échec de Poutine, il y ait une désintégration de la Russie? Vraisemblablement pas. Donc les Américains doivent aussi réfléchir à ça. Il faut quand même rappeler que les grands penseurs géostratèges américains, Kissinger, Kaplan et les autres, ont toujours dit qu'il fallait laisser une place à la Russie en Europe parce que sinon elle ferait des bêtises. C'est ce qu'on observe d'ailleurs. Donc la question, c'est effectivement, il faut absolument qu'on réfléchisse sur comment demain on pourra réintégrer la Russie, mais l'idéal, ça serait à nos conditions, c'est-à-dire tu arrêtes de faire le con, tu rentres dans le concert européen, mais tu n'agresses pas tous les gens qui sont autour de toi quand tu te lèves le matin parce que de mauvaise humeur, quoi. Donc avec des règles extrêmement strictes. Donc je pense que les Américains ont déjà envoyé des signaux extrêmement puissants, hein, que vous lisez dans la presse, bim, 1 heure après on n'en parle plus. Comme il y a 6 ou 7 semaines, et il faut toujours voir qui parle. Hein. Donc, quand un porte-parole du Pentagone, on se dit comment c'est possible, annonce tout à coup qu'ils ont demandé aux Ukrainiens de ne pas abattre le ministre russe des armées qui était dans la ligne de mire d'un soldat ukrainien. Bon, sauf si on comprend, enfin, si on ne s'intéresse pas à ces sujets, on voit bien que c'est un message qui est envoyé aux Russes en leur disant on ne laissera pas les Ukrainiens faire n'importe quoi. Par ailleurs, le fait que les Chinois et les Indiens ont dit très clairement aux Russes pas d'usage de l'arme nucléaire fait que des deux côtés, on essaye de maintenir la situation. Donc, effectivement, la question, c'est quand est-ce qu'on commence à négocier? Je pense qu'en fait, la négo a lieu, mais sauf qu'elle a lieu, sans qu'on le sache, directement entre Américains et Russes. Je pense qu'elle a déjà commencé. Et la question, c'est effectivement, peut-être même dans une vision américaine de ce conflit géostratégique absolument majeur, parce que pour les Américains, l'idée que les Chinois puissent prendre le contrôle du Pacifique, c'est inacceptable. Et pourtant, c'est un des objectifs de la marine chinoise. Ils investissent absolument massivement. Vous savez que les Chinois ont ajouté plus de navires de guerre à leur flotte que la totalité de la marine française au cours des 3 dernières années. Bon, et les Américains sont très inquiets. C'est pour ça qu'ils relancent la construction de bateaux de guerre. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Australiens risquent d'être extrêmement déçus de la date de livraison des sous-marins, parce qu'il y a un vice-président de la commission de défense des États-Unis qui a dit vous êtes gentil de signer avec les Australiens, mais nous on a besoin de sous-marins aussi. Donc les arbitrages qui seront rendus dans 10 ans, 15 ans, c'est encore tôt pour le dire. Donc vraiment, cette question de la Russie est absolument centrale, à la fois dans le conflit Chine-États-Unis. Les Américains ne peuvent pas définitivement mettre la Russie dans les mains des Chinois. Et les Russes n'ont peut-être pas envie non plus de se retrouver définitivement dans la main des Chinois. Donc voilà. Donc c'est peut-être d'ailleurs cet ensemble de peurs secrètes qui sera une base de négo, qui permettra de parler avec les Russes en leur disant bon, ben, on peut peut-être retrouver une façon de travailler ensemble. Alors après, qu'est-ce qui est acceptable pour les Ukrainiens? C'est ce qui était évoqué, effectivement. Est-ce que les Ukrainiens accepteront de renoncer définitivement à la Crimée, qui, on le sait historiquement, est russe? Bon. Donc, par ailleurs, est-ce que les Russes accepteront de rendre le Donbass dans une vision qui serait fédérale de l'Ukraine, avec une partie qui serait dans l'Ukraine, mais qui
pourrait avoir comme langue officielle le russe, ainsi de suite. Voilà, donc, c'est peut-être trop tôt. Alors, mais si, évidemment, c'est un peu comme le conflit qu'on a eu. S'il faut encore 500 000 morts pour qu'on puisse se parler, c'est terrifiant. Mais espérons qu'on pourra trouver un modus vivendi, une base de négociation avant. Mais je pense que ce sont les Américains qui ont déjà commencé à négocier avec les Russes parce qu'ils doivent craindre tout ce que je suis en train de dire. Du point de vue américain, surtout dans un contexte de déglaciation, si les Chinois mettent la main sur la Sibérie, ça leur donnerait un avantage dans le combat face aux États-Unis qui serait insupportable pour les Américains. La démographie est clairement à l'avantage des Chinois oui, même maintenant, aujourd'hui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des dernières questions? Voilà. Un dernier round. Alors, qui veut prendre la parole? Levez tous la main, comme ça, je fais un... Alors, il n'y a que monsieur. Ah non, voilà. Alors, la dame d'abord, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, votre avis, une facilité quand même de l'Europe, justement, parler de la Crimée, même si c'est anciennement russe, mais quand même la facilité de l'Europe de laisser faire tout le temps comme la Russie, en Syrie, en Crimée, ailleurs. Tout ça a engendré, en fait, qu'ils se sont tout à fait à l'aise pour envahir, etc. Parce qu'il n'y a pas assez de... Justement, il faut une défense commune, il faut vraiment... Donc, l'absence de réaction d'Europe, monsieur l'ambassadeur, vous serez interrogé là-dessus. On traîne des conséquences dramatiques. D'accord. Et alors, vous, monsieur? J'aurais une question, ça sera sur un thème totalement différent, mais y a-t-il une conciliation possible entre la France et l'Allemagne autour des carburants de synthèse? Parce que la France a fait le choix, comme l'Union européenne, de partir sur des véhicules électriques. Cependant, l'Allemagne et son industrie automobile florissante, avec Porsche et BMW, se placent plutôt sur les véhicules. Donc, y a-t-il une entente possible entre eux? Alors, monsieur l'ambassadeur, la car industry auto. Oui. Bon, la filière automobile, c'est aussi très importante en France, n'est-ce pas? Donc, n'oublions pas. Non, en ce qui concerne cette question, donc ça fait l'objet aussi d'une discussion pas toujours facile au sein de la coalition allemande, n'est-ce pas? Et autant que je sache, on est en train de trouver à Bruxelles, n'est-ce pas, de trouver un compromis sur cette question-là, donc qui est essentiellement important, mais il me semble que ce qu'on veut obtenir de la Commission, c'est une clarification. Donc, sous quelles conditions on peut utiliser donc des voitures avec des moteurs thermiques avec des e-fuels, non, qui sont tout à fait carbone neutre. C'est ça. Bon, donc on verra ce qui sera le résultat de ces négociations. Donc, je pense que la question est très légitime. Est-ce qu'on aurait pu agir différemment? Par exemple, après l'annexion de la Crimée, la déstabilisation du Donbass par la Russie 2014-2015. Si vous pouvez intégrer la non-réponse d'Obama en Syrie aussi. Oui. C'était un message pour les Russes de faire ça. Oui, c'était la ligne rouge, n'est-ce pas, donc qui est fortement critiquée. Mais je voudrais focaliser un peu sur cette question-là. Donc, à l'époque, j'étais directeur politique de la Auswärtige Amt, du ministère des Affaires étrangères. Donc, j'étais vraiment un peu au centre de ces discussions-là. À l'époque, donc après l'annexion de la Crimée par la Russie, c'était l'Allemagne, avec la France et d'autres, donc qui était vraiment très important pour donc amorcer une discussion sur l'Union européenne sur la prise des sanctions. Et finalement, donc on avait pris des sanctions à l'époque tout à fait inédites contre la Russie. Avec le recul, on a l'impression que c'était pas suffisant. Donc on aurait pu. Donc j'ai discuté ça avec un spécialiste en russe, n'est-ce pas, qui m'avait dit peut-être si à l'époque on avait pris les mêmes. 2014. Si à l'époque on avait pris les mêmes sanctions qu'on a pris maintenant, peut-être donc le résultat aurait pu être différent. En fin de compte, à l'époque, j'ai observé les discussions au sein de l'Union européenne. Il n'y avait pas une majorité donc pour la prise de ces sanctions, même pas
il n'y avait pas même pas des demandes de la part de ces pays donc, qui étaient extrêmement critiques vis-à-vis la Russie, c'est-à-dire la Pologne et les pays baltes. Même eux donc, étaient un peu... Donc, ils étaient donc plus robustes que nous, mais personne à l'époque avait demandé donc, des sanctions d'une ampleur qu'on a prise maintenant. Donc, c'est le résultat, c'est pas satisfaisant, mais je pense qu'on peut vraiment seulement juger donc les mesures qui ont été prises si on prend en considération tout le contexte. Et à l'époque, le contexte est un peu différent. Donc finalement, on a pensé donc il nous faut une réponse très forte, mais personne n'est allé aussi loin qu'aujourd'hui. À propos géoéconomie et géopolitique, lorsque l'ambassadeur a dit tout le nécessaire sur la question de ce qu'on appelle des e-fuels. Je vous cite simplement un Chinois avec qui j'ai parlé il y a quelques semaines, qui m'a dit, écoutez, nous, au sein du Conseil de l'État, c'est-à-dire au sein du gouvernement chinois, au sein de notre genre de planification, on n'a pas compris, les Européens, pourquoi vous abandonnez votre dernier avantage comparatif dans le secteur de l'industrie des véhicules, c'est-à-dire le moteur de combustion, moteur à combustion. Je dis, mais on veut être les meilleurs, les protagonistes d'une nouvelle approche verte, etc. Climate change, etc. Et il dit, non, mais qu'est-ce que vous cachez derrière? Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, c'est tout simple. Vous, les Européens, un moteur électrique, on peut le faire comme vous. Pas de souci. Sur les batteries, on a 5 ans à l'avance sur vous, mais pourquoi vous idiots, littéralement, vous êtes en train de produire des usines de batteries en France, en Allemagne, acceptez donc, on est meilleur que vous. Et en plus, votre dernier avantage, ce moteur à combustion. Nous, on a pensé sérieusement à ce que les Européens produisent jusqu'en 2030 le moteur à combustion à 3 litres et propre. Point. C'était ça notre expectation. Pourquoi vous abandonnez votre avantage comparatif, vous, les Européens? Est-ce que vous cachez quelque chose derrière ça? Je dis non. L'autre, les Chinois, Christian Saint-Étienne, je regrette, les Russes ont une certaine paranoïa. D'abord, il y a une paranoïa vis-à-vis de la Chine. Et les Chinois sont en train de peupler, de cultiver la Sibérie. Il y a 1 million de Chinois et plus maintenant là-bas. Et ce sont les seuls qui travaillent. Attention. Et c'est-à-dire, ce que Moscou a peur, une peur bleue, c'est de la reprise de fait de la Sibérie et l'Est par les Chinois. Ils ont peur de ça. D'où tout ce qu'on parle d'alliance à cet égard maintenant, c'est une alliance d'objectifs et les Chinois ne se sentent pas bien dans leur peau. Il faut lire le fameux document des Chinois sur des conditions d'une paix en Ukraine. D'un côté, ça a plu à Moscou, de l'autre côté, attention, les Russes se demandent dans le double sens qu'est-ce que les Chinois pensent vraiment. Les Chinois sont quelque part sous pression. Or, je dis deuxième ennemi des Russes, et ça depuis l'Union soviétique, il vient du sud-est. C'est l'islam extrême. Que les Russes les maltraités ou pas traités comme nous l'aurions fait, je mets de côté. Mais c'est ça, une paranoïa russe à cet égard. Ensuite, il y a une peur quelque part, ou une anxiété, ou une incertitude des Russes face aux Turcs. À Moscou, souvent, on m'a parlé pas du tout des Turcs, on me parle des Ottomans. Les nouveaux, les néo-Ottomans, ont peur. Et à l'ouest, c'était d'abord les États-Unis, toujours, et à ça, les Russes, aujourd'hui, ajoutent volontairement l'Union européenne. Pour des doubles raisons, attention, les Européens commencent à devenir une force militaire quelque part, et surtout cette peur d'avoir
une importation indirecte de notre système sociétal en Russie. Or, lorsque vous allez en Ukraine, en réalité, le rêve des Ukrainiens, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne. Le rêve, c'est la Pologne, aujourd'hui. L'Ukrainien normal vous dit, nous voudrions être ou avoir les mêmes chances que les Polonais. C'est ça le rêve. Parce que là, c'est un miracle économique qui s'est produit en 30 ans, une transformation totale de l'économie, une transformation du pays. On ne reconnaît plus la Pologne. Ils disent ouvertement, c'est ça, on veut avoir cette facilité d'être comme la Pologne. Voilà, c'est ça le rêve. Bien, donc si vous vouliez intervenir, monsieur, c'est le moment. Après, je redonne la parole à Éric Dumont. Mais... Un petit mot pour Christian. Ah, c'est la création du président c'est à vraiment Christian la fiction. Mais est-ce qu'il serait envisageable, on parle beaucoup de la concurrence entre Charles Leclerc et le Léopard. Tout le monde, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais tout le monde a l'air de dire qu'en fait, le Charles Leclerc a des capacités techniques, a des performances qui sont supérieures au Léopard. C'est le rêve de Paris. Les capacités de production en Allemagne sont beaucoup plus importantes, et puis qu'en France. La preuve, c'est qu'on n'est pas capable de produire la ligne de production du Charles Leclerc n'est pas suffisante pour pouvoir livrer. Voilà. Donc, pourquoi ne pas envisager, par exemple, dans le cas du Charles Leclerc, une coopération allemande, et que grâce à ça, on puisse utiliser c'est les deux. Qu'on puisse utiliser une partie des 100 milliards pour produire plus de Charles Leclerc. alors, c'est une question, Éric, c'est une question qui va pour l'ambassadeur et Christian Saint-Etienne. Ils y répondent quand ils veulent, parce que le MGCS... Oui, c'est exactement le MGCS, donc c'est le char du futur, ça sera le remplacement pour le Léopard et le Leclerc. Il ne marche pas. Quoi? La coopération ne marche pas. Il n'est pas encore sorti du dessin. Oui, mais c'est un projet. La guerre en Ukraine va faire accélérer les choses. Ouais. Mais je reviens peut-être un dernier mot sur qui fait le lien avec un élément que j'évoquais au début. Je pense que la réflexion du franco-allemand dans un verre d'eau, qui a été la réflexion basique depuis 50 ans, va peut-être évoluer. C'est-à-dire le franco-allemand, ou qui est-ce qui est le chef des deux. Bon, ça a été un peu ça pendant 50 ans. Oui, on avance ensemble, mais l'Allemagne a telle capacité, la France, bon, ainsi de suite. Je pense qu'à un moment aussi, on peut se dire que le franco-allemand, alors à mon avis, c'est dépassé. On n'a plus la puissance qu'on avait il y a 20 ans. Donc je pense qu'il faut inclure, malheureusement, d'abord le Benelux. Il faut toujours avoir à l'esprit que le premier port allemand n'est pas Hambourg, mais Rotterdam, et que le premier port français n'est pas Le Havre, mais Anvers. Donc il faut qu'on inclue le Benelux. Je pense d'ailleurs que si on allait vers un renforcement d'un noyau franco-allemand, il faudrait d'ailleurs inclure le Benelux. Pourquoi ? Parce que, bon, on se parle très directement, les Néerlandais sont très chiants. Et donc, si on arrivait à signer un accord... Néerlandais parmi nous si. Et donc, si on arrivait à signer un accord franco-allemand qui reçoive la bénédiction des Néerlandais, vraisemblablement, il sera acceptable par tout le monde. Donc c'est pour ça, quand je dis chiant, c'est-à-dire très exigeant, mais au-delà du supportable. Et voilà. Et donc, si on avait un noyau à 5, je pense que le noyau à 2, c'est quelque chose qui, d'il y a 30 ans, c'est la puissance franco-allemande à l'échelle du monde aujourd'hui n'est plus suffisante. Si on rajoute le Benelux, on a une base sur laquelle, à mon avis, les Italiens, les Espagnols et les Portugais viennent immédiatement. Et à ce moment-là,
Si vous prenez les 3 du Benelux, France, Allemagne, et puis Italie, Espagne, Portugal, on est à 8. Bon, donc, si vous incluez l'Autriche, on est à 9. Et là, d'un seul coup, on est 300 millions. Hein. D'un seul coup, c'est à 14-15 points de PIB. Et d'un seul coup, là, on pèse à nouveau face à la Chine et aux États-Unis. C'est pour ça qu'effectivement, je n'ai pas l'obsession des petits pays, mais il y a une particularité néerlandaise qui fait qu'ils sont très branchés sur le monde aussi, ils sont très branchés sur les États-Unis. Si on arrive à faire quelque chose franco-allemand avec les Néerlandais et les Belges, et que les Italiens, les Espagnols et les Portugais rejoignent avec les Autrichiens, ça change complètement la donne. Je pense que malheureusement, et puis aussi, le franco-allemand est totalement fossilisé de mon point de vue. Alors que si on inclut le Benelux, l'Italie et l'Espagne, ça oblige à une sorte de franco-allemand du futur. Voilà. Et si on faisait ça, à ce moment-là... Vive l'Europe du début, parce que Christian, c'est exactement, Voilà. ce qu'on a créé en 1950, l'Europe des Alors, Six, mais stop, l'Italie, voilà. chers amis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce soupçon parisien qui nous dit depuis des années maintenant: ah, les Allemands, non, ils sont plus intéressés d'aller avec nous, ils parlent avec leur Vorhof. Leur domaine, c'est l'Europe de l'Est, c'est la Pologne, ce sont les Pays-Baltes, ce sont les Républiques tchèques, Slovaquie, et le sud-est de l'Europe a oublié totalement que la France existe. J'exagère un peu. Et de toute façon, les pays scandinaves vont suivre cette nouvelle Allemagne qui n'est plus du tout intéressée à la construction européenne et à l'Ouest. Alors que faire avec eux? Non, mais pour ça que justement, je pense que cet franco-allemand du futur, il répond en partie à cette question. Puisque, non, mais il ne répond pas. Surtout pas. Si, parce que je pense que à ce moment-là, la Tchéquie et la Hongrie seraient beaucoup plus intéressées par ce franco-allemand du futur. Alors, vous donnez raison à ce conservateur britannique, très proche de l'ancien Premier ministre, qui a dit aux Polonais: écoutez, arrêtez ça, de toute façon avec les Allemands, c'est sans espoir. Venez, quittez cette bande-là européenne, et venez avec nous, et les États-Unis, ce sera cette nouvelle alliance en Europe. Bon, en tout cas, il y a plein de débats qui vont pouvoir se faire. Ça donnera l'occasion au mouvement européen à Paris l'année prochaine, juste avant les élections européennes, Eric, de remettre un petit peu, voilà, où est-ce qu'on en sera? Est-ce que le franco-allemand sera tombé? Moi, je ne crois pas. Il y a des accidents, mais alors il peut se renouveler. De toute façon, il n'a jamais été suffisant. Hein. Moi qui fais du franco-allemand tous les jours à la Fondation Robert Schuman, on ne le fait jamais à 2 contre les autres, on le fait à 2 avec les autres. C'est jamais 2 contre, c'est 2 qui permettent 2. Parce que par contre, quand la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, ça avance pas tellement l'Europe. Hein. Donc on a intérêt à se mettre d'accord, même si ça peut ennuyer les uns et les autres, parce que quand on n'est pas d'accord, et il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, et ça avance pas. Donc, mais je suis d'accord, il faut intégrer les Polonais, mais il faut qu'ils le veuillent, parce qu'il y a beaucoup de volonté politique quand même dans tous ces discours. Hein. Et puis, en effet, les Italiens qui étaient là dès le départ, les Benelux qui étaient là dès le départ, c'était les 6 fondateurs. Hein. Et puis, il faut imaginer, il y a des tas de choses qu'on n'avait pas imaginées il y a 1 an, puis la guerre en Ukraine nous a beaucoup changé les choses. Peut-être que l'année prochaine, quand on se reverra, mais ça, je laisse au président Éric Dumont le soin de nous réunir très prochainement. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je remercie encore Christian Saint-Etienne, Joachim Bitterlich et l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Je voulais quand même vous parler des prochains rendez-vous. Il y a un prochain rendez-vous cette semaine sur la politique européenne de l'Italie. On en a parlé un peu. Ensuite, on a parlé de quelque chose de très important qui est la Grande-Bretagne et la politique, la nouvelle stratégie de la Grande-Bretagne, Global Britain. Donc, nous allons inviter l'ambassadrice de Grande-Bretagne à venir s'exprimer sur la stratégie de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Europe, qui est en train de changer, comme vous le savez, dans l'actualité récente. Donc, on est en train de monter cette conférence. Et puis, et ça va te faire plaisir, on est en train de monter aussi une conférence qui sera, je l'espère,
très éclairante sur la R&D en Europe. Hein, la recherche en Europe et l'innovation en Europe, ce que l'Union européenne devrait faire pour booster la recherche et l'innovation en Europe, puisque nous sommes, comme Joachim l'a dit, nous devons combler un très gros retard. Voilà. Donc, à très bientôt et merci beaucoup pour votre présence.